Mardi 8 janvier 2019, nous sommes donc au 8e jour de l'année nouvelle. Une façon, pour moi, une fois encore, comme hier, de vous souhaiter la bienvenue dans cette émission et de vous dire encore une fois, bonne année 2019. Un plaisir pour moi de vous retrouver, de vous tenir compagnie, de continuer à donner la parole à ceux qui veulent l'apprendre. Dans cette émission Café Débat, vous le savez, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Eh bien, ce qui focalise les attentions en ce moment, évidemment, c'est notamment la crise qui mine l'école guinéenne depuis 3 mois et qui met aux prises le SLEG et le gouvernement. Une crise qui est en train de connaître une phase de répit et de dénouement, puisque depuis hier, la partie SLEG et gouvernementale, avec la médiation du ministre d'État Tibou Camara et une forte implication du secrétaire général de l'USTG, Abdoulaye Sow, eh bien, un cadre de négociation a été mis en place. Il pourrait être question de signature justement de ce protocole d'accord aujourd'hui. Mais quel est le regard, l'analyse de l'autre structure syndicale que d'aucuns considèrent comme la structure rivale et l'épine dans le pied même du SLEG? Il s'agit du SNE, le syndicat national de l'éducation, qui est né récemment, mais dans un contexte de crise bien entendu, que le SLEG menait face au gouvernement. Et sur ce plateau, pour parler de cette structure et de leur manière de voir la revendication du SLEG, j'ai ici Michel Pépé Balamou. Il est le premier responsable justement du SNE, donc le secrétaire général. Balamou, bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, M. Mamadou Diallo. C'est un plaisir de me retrouver là. Et bonne année à vous, mes meilleurs voeux. Merci et à vous pareillement. Alors, donc, en syndicaliste, dites-moi ce que vous retenez de 2018 sur le terrain du syndicalisme, de la lutte syndicale et tout et tout. 2018, qui se referme, a été une année de peine, de douleur, de beaucoup d'incompréhension entre non seulement les acteurs sociaux, entre eux et l'État, et aussi une année de misère pour les enseignants. Et c'est pourquoi mon souhait le plus ardent partirait au niveau de ces enseignants qui ont eu des salaires gelés, et dont les épouses sont décédées. Certains même sont décédés par manque d'assistance médicale parce que leur salaire était gelé. Et donc aux élèves également qui, par endroits, pas à Conakry, mais dans le pays profond, étaient privés de cours. Et je crois que l'année nouvelle qui s'ouvre sur de nouveaux espoirs, d'espoirs, des défis que nous aurons à relever et de choix judicieux que nous aurons à faire pour non seulement qualifier et relever le niveau de l'enseignement en République de Guinée. Bien, puisque vous avez parlé de 2018, une année pleine de difficultés, d'incompréhension justement entre les acteurs sociaux, notamment entre les syndicalistes de l'éducation, vous. Et c'est là où je commence d'abord par le contexte de création de votre syndicat. Vous, on vous connaît comme un ancien, on va dire, syndiqué du SLEG. Il se trouve qu'entre-temps, vous avez quitté le SLEG, vous partez créer le SNE, Syndicat National de l'Éducation, dont le baptême de feu a été fait à Kindia, dans un contexte où ce même SLEG était sur un terrain de revendication, disent-ils, pour tous les enseignants. Et c'est le moment que vous avez choisi pour quitter Abakar Souma et les autres et aller créer une autre structure qui est considérée comme une structure rivale du SLEG. Et vous êtes même considéré comme l'épine dans le pied d'Abakar Souma parce que vous les empêchez, vous sabotez leur plateforme revendicative. D'aucuns disent que vous êtes financé par certains ministres dans le gouvernement d'Alpha Condé. Alors est-ce que tout ça est vrai? Comment vous expliquez ce contexte de création de votre structure? Bon, pour répondre très honnêtement à vos séries de questions, comprenez que j'étais également dans le SLEG, l'union syndicale du SLEG de lycée Le Pour la Senghor de Imaya. Et je crois que le camarade Abouakar Souma aussi était avec le camarade Savané. Par incompréhension, ils se sont séparés. Reconnaissez aussi à moi le droit, si je vois dans une démarche syndicale que les points de revendication ne sont pas de nature à répondre à mes aspirations, que en vertu du droit, que je sois dans mes prérogatives d'appartenir à un autre syndicat ou même à fonder mon propre syndicat. Et pour revenir à votre question, c'est que nous existons parce que nous avons le droit d'exister.
Alors, le pluralisme... Mais qu'est-ce qui vous a fait quitter donc le SLEG pour aller vers la création d'une autre structure syndicale? Pour vous répondre en termes clairs... Vous ne partagiez plus dans les démarches de vos camarades du SLEG, en tout cas version Aboubakar Souma? Non, pour vous répondre en termes clairs, c'est que moi, personnellement, ça n'engage que ma conscience morale. J'ai cru en la revendication des 40%. Je les ai vus vraiment professionnels et un acquis de la grève de janvier-février 2007, obtenu sous le règne d'un militaire président, le général feu président Lansana Conté, et que autant d'un président enseignant, que ces 40% ne soient pas donnés aux enseignants, ne soient pas encore appliqués. Donc je me suis vu réellement dans un engagement moral à tenir cette lutte. Donc vous étiez dans la lutte pour les 40%? J'étais dans la lutte pour les 40%. Maintenant, arrivé maintenant au niveau des 8 millions, je me suis interrogé, je me suis dit, mais attention, 8 millions, oui, l'enseignant, on ne peut pas le payer. Hein, celui qui forme un président de la République jusqu'au dernier planton n'a pas de salaire. C'est comme le médecin, celui qui sauve une vie n'a pas de salaire. Les forces de défense et de sécurité qui nous sécurisent et qui défendent la patrie face aux agressions extérieures n'ont pas de salaire. Mais s'il y a lieu de porter une revendication, il faudrait que cette revendication-là soit portée sur des éléments catégoriels, professionnels, liés à la profession. Nous sommes des enseignants, nous avons nos problèmes à nous, nous avons un statut particulier qui a été signé au lendemain des grèves de janvier-février 2007, dont des jeunes d'ombre existent et dont l'article 100 nous reconnaît le droit d'aller vers la partie gouvernementale au moment où notre pouvoir d'achat s'affaiblit sur le terrain, pour que ensemble nous puissions voir comment il faut faire pour procéder à l'amélioration des conditions de vie et du travail des enseignants. Donc, le SNE n'est pas opposé à l'esprit de la démarche de la plateforme revendicative, comme on appelle ça, du SLEG. Non, on va parler de ça tout à l'heure. Voilà, mais le SNE... dans le contexte de votre départ du SLEG et de la création. Voilà, justement, donc voilà les raisons qu'il faut évoquer. Donc c'est parce que vous avez fait la lutte pour les 40% de votre 40% d'augmentation. Oui, sur la valeur monétaire du point d'indice. Du point d'indice, ce que vous aviez qualifié à l'époque même d'acquis. Oui. C'était ça, on vous avait enlevé un acquis et tout. Une fois que les 40% étaient obtenus, après, Aboubakar Souma est arrivé avec la demande de 8 millions cette fois-ci. C'est là où vous ne voyez plus les choses de la même manière. Tout à fait. C'est à cette occasion que vous avez quitté? Tout à fait, c'est de mon droit. Absolument. Oui, c'est mon droit, et d'autant plus que le pluralisme syndical et politique sont consacrés. Pourquoi vous n'avez pas exprimé cette contradiction justement, ou divergence de vue à l'intérieur, à l'interne du SLEG, hein, que de tout simplement partir? Est-ce que c'est vrai que vous avez été sponsorisé par des gens du gouvernement parce qu'ils ont trouvé que Aboubakar était en train de prendre trop je sais pas quoi, de la considération pour lui-même et ainsi de suite? Donc il fallait créer une autre structure qui puisse constituer une sorte de bâton ou d'épine dans les pieds du syndicat. Est-ce que c'est cela? Ce que je vais vous dire, M. Mouadou Ourguiarou, c'est qu'il faudrait d'abord comprendre que le pluralisme syndical et politique est consacré par nos textes de loi, précisément dans les principes d'intangibilité constitutionnelle et en vertu de l'article 154 de la Constitution. C'est comme dans le domaine politique. L'UFDG n'est pas la principale formation politique de l'opposition, mais elle ne peut pas dire qu'il ne faudrait pas que d'autres partis existent parce que l'UFDG existe. On est d'accord. S'il vous plaît. Mais si tout le monde se met à abandonner sa structure originelle... S'il vous plaît, mais aujourd'hui, regardez, prenez le paysage politique aujourd'hui, ceux qui étaient avec le PIP sont ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Vous comprenez? Et ceux qui sont avec le RPG aujourd'hui seront aussi demain dans l'opposition. Cela donne ce que ça donne aujourd'hui dans la vie politique qui est pourrie complètement. Non, c'est pas une Vous n'allez pas dire que si on répète la même chose dans l'activisme syndical, ça va pourrir la vie syndicale. Macron était avec qui? C'est pas avec François Hollande? Non, s'il vous plaît. Il n'y a pas autant de partis politiques. Chez nous, c'est pourri. Il n'y a pas autant de partis politiques. Macron était le ministre des Finances de François Hollande. Il a démissionné. Non, oui, je comprends. Il a démissionné du Parti Socialiste pour créer la France en marche, n'est-ce pas? Je comprends. Voilà, donc, est-ce qu'on va dire à Macron que c'est un train? Je suis d'accord que le libéralisme syndical... Le Guinéen ne connaît pas la notion du pluralisme. Parce que quand vous désolidarisez de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes traite. Et comme ils le disent que nous sommes financés par le gouvernement, il y a des choses qui se disent aussi sur eux. On leur dit qu'ils sont soutenus par l'UFDG. On leur dit qu'ils sont financés par un opérateur économique. On va même jusqu'à dire que si vous voyez qu'ils disent que Souma, comment on appelle ça, Tibou Kamara est leur Moïse, c'est parce que Tibou Kamara les finance. Ce sont des choses qui se disent. Mais est-ce que nous, ce sont des préjugés, ce sont des stéréotypes
qui ne sont pas de nature à fonder la conviction de notre conscience morale. Nous pensons que ce sont des débats de caniveau. L'essentiel aujourd'hui, ce qui importe pour les enseignants, ce n'est pas de savoir qui est de Paul, qui est de Pierre, c'est de savoir justement quels sont les problèmes, comment faire le diagnostic du mal du système éducatif, quels sont les problèmes auxquels les enseignants sont confrontés et quelle approche de solution faut-il apporter pour que les enseignants vivent dans les meilleures conditions. Donc c'est dans ce contexte-là que le SNE est né donc à Kindia et vous avez été porté donc à la tête de cette structure en tant que secrétaire général. Et moi, je vais vous faire une indiscrétion. Je n'ai même pas choisi. Jusqu'au 6, le choix ne portait même pas sur moi. C'est pour vous dire que moi, je suis parti à Kindia le vendredi à 5 h du matin. Parce qu'on m'a dit, parce que je suis un cyberactiviste. Le 6 de quel mois? Le 6 septembre, n'est-ce pas? 2018. 6 septembre 2018, bien entendu. Donc, les gens ont dit que bon, j'étais un cyberactiviste, j'ai fait beaucoup de publications sur le net, je n'ai appartenu à aucun parti politique. Personne ne peut me dire qu'il a vu Michel Pépé Balamo prêcher devant une chapelle politique. Il ne s'est ni d'Adam ni d'Ève. Personne ne peut le dire. Mais quiconque a décidé de dire que j'appartiens à un parti politique. Non. Vous comprenez? Donc les gens ont jugé de ces jeunes qui étaient à l'origine de la création de ce mouvement. On dit, bon, lui, quand on le choisit, il serait la personne idéale parce que il n'a aucune coloration politique, il ne presse dans aucune chapelle politique. Voilà comment le choix fut porté sur moi. Et c'est en ce moment j'ai pris ma voiture à 5 h du matin pour me rendre à Kindia et faire un aller-retour. Vous comprenez? Donc j'y entre par conviction. Je suis jeune, l'avenir est devant moi. Je ne vais pas griller ma carrière juvénile sur l'autel de considérations matérielles et éphémères. J'ai besoin de participer à l'effort de construction de ma nation. Donc peu importe ce que les gens vont dire. C'est pourquoi un président américain l'a dit, vous n'arriverez jamais à destination. Si vous devez vous arrêter pour jeter la pierre à chaque chien qui aboie sur votre passage. Ceux qui le disent nous grandissent parce qu'aujourd'hui le SNE a pris de l'envol comme un albatros. Donc ça porte que les jeunes qui ont été portés à la tête de ce mouvement syndical ne sont pas des opportunistes, ne sont pas des gens qui sont là pour se graisser, mais plutôt pour penser à la nation. Avec quelle vision, quel objectif, quelle démarche syndicale vous avez finalement créé le SNE à Kindia qui fait qu'elle se distingue de celles qui existent déjà, dont vous ne partagiez plus les démarches, notamment le SLEG, peut-être FSPE et tous les autres? Non, aujourd'hui il y a 5 structures syndicales de l'éducation, ce que les gens n'en parlent pas. Il y a le SINAJUR, le syndicat national autonome des enseignants et chercheurs du supérieur, qui est piloté par le camarade Baba Mansaré. Vous avez la FSP, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, qui est dirigée par le camarade Salifou Kamara. Et vous avez le SLEG version Dame Kadiatou Bay, le SLEG version Dame Abouakar Souma et le SNE, dont j'ai la charge de diriger. Donc nous avons 5 structures syndicales. Et ce que les gens doivent comprendre, au Sénégal par exemple, vous avez 40 structures syndicales au sein de l'éducation. Au sein de l'éducation. Je vous le dis, le monde est un village planétaire, on ne peut plus mentir. Vous pouvez aller sur le net, vous cliquez les structures syndicales de l'éducation, on va vous les sortir. Vous comprenez? C'est lorsque vous élaborez une plateforme revendicative consensuelle, chacun intègre dans cette plateforme revendicative consensuelle ses préoccupations. Moi je pense, chez moi au SNE, voilà tes problèmes. Chez moi à la FSP, voilà tes problèmes. Au SINAJU, au SLEG, tel, voilà tel problème. Maintenant vous intégrez toutes ces démarches-là dans une même plateforme revendicative et maintenant vous formez un mouvement, une centrale pour aller vers la revendication. Mais il n'y a pas à dire que oui, parce que déjà le SLEG existe, pourquoi il ne faut pas s'associer au SLEG? Non. Et il y en a aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on dit que oui, pourquoi nous sommes menés au moment où il y a une crise? Non, écoutez. Toutes les institutions, qu'elles soient sociales, économiques, politiques et autres, naissent pendant des périodes de crise. L'ONU, la SDN, le HCR, comment on appelle ça, le CICR et autres là, c'est quand il y a problème que nous naissons. Nous avons compris qu'il y a au sein du mouvement syndical de façon générale une guerre de leadership. Regardez aussi cette division. La première division a commencé où en 2012 au sein de la CNTG, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, entre le camarade Amadou Diallo et le camarade Yamoussa Touré. Du conflit en conflit presque, Yamoussa Touré a créé la Cosa Trek. Un autre conflit entre le SLEG version 6 Savané et le SLEG version Abouakar Souma. N'est-ce pas? Ça c'est fin 2017. N'est-ce pas? Et une autre crise aujourd'hui encore qui s'est créée au sein même de, comment on appelle ça, de l'USTG. Et ça, c'est par problème de rapport financier. On parle de 2,5 milliards
de non trouvé et que lui, Mbemba, devrait justifier et qu'il aurait refusé de se rendre au congrès de Mamou par rapport à cela. Donc quand vous voyez tout cet imbroglio dans le monde syndical, vous voyez que les gens ne viennent pas dans ce mouvement pour défendre réellement les intérêts des enseignants. Ou des donc le SNE, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes né sur la base de quelle démarche? Donc le SNE est né à Kindia dans d'abord la démarche de restaurer le syndicalisme honnête et une défense sincère des intérêts des enseignants, c'est ça? Bon, c'est le distinguo que vous voulez faire avec les autres. Le syndicalisme honnête, c'est trop dire. Ah mais non, écoutez, si vous dites que les gens viennent, si vous dites que toutes ces guerres de leadership démontrent ou mettent à nu le fait que les uns et les autres viennent pour seulement leur intérêt, ça veut dire que vous, si vous avez décidé de mettre le SNE en place, c'est pour donc faire le contraire de cela. Rupture avec ces anciennes pratiques de syndicalisme malhonnête, si on peut le dire ainsi. Toute prétention, pour moi, à vouloir jeter l'opprobre sur nos aînés, dont nous avons même besoin de l'expertise syndicale pour apprendre les techniques de négociation syndicale et de maîtrise des dossiers et autres, n'est-ce pas? J'ai fait un diagnostic impersonnel pour montrer que le mouvement syndical a des problèmes en son sein. Et cette division n'est pas de nature à honorer la classe ouvrière syndicale, d'autant plus que ça profite même au niveau des pouvoirs publics, ça profite au pouvoir public de mieux nous dominer, de mieux nous assujettir, de mieux piétiner nos droits. Bien. Donc, mais s'il y a une union, une unité d'action syndicale, et que ça soit basé sur le professionnalisme syndical, parce que le syndicalisme c'est du professionnalisme. Le syndicat n'est pas l'ennemi de l'État. Non, écoutez, c'est comme si vous prenez, permettez-moi cette parenthèse, prenez l'opposition. Le chef de pays de l'opposition, combien? Il a 500 millions par an. Ça ne veut pas dire que Cellou Dalein est corrompu par Alpha, ou bien il est traître, ou bien comme ça. Non, c'est de l'argent de l'État public qu'on lui donne. Les syndicats sont financés sont souvent à hauteur de 15 milliards. C'est l'État qui donne, ça ne tombe pas du ciel. Donc, nous qui sommes syndicalistes, nous sommes payés nous sommes des employés de l'État. Donc, seulement le syndicalisme consiste à créer une force d'alerte sociale précoce au niveau de l'État pour alerter l'État sur les conditions de vie et de travail de ses employés. Par exemple, et cela n'est possible que lorsque vous maîtrisez le PIB, le produit intérieur brut. Par exemple, vous êtes à Ganga ici. Vous maîtrisez certains indicateurs. Il faut maîtriser certains indicateurs, c'est très important. Voilà, donc quand vous maîtrisez ces indicateurs, quand vous prenez l'exemple sur Ganga, si Ganga produit par exemple 1000 milliards en 2018, et qu'en 2019, Ganga parvient à produire 2000 milliards, et que le PDG de Ganga paye les journalistes de Ganga à 1 million. Donc si à 1000 milliards, il paye à 1 million, c'est que si le PIB monte à 2000 milliards, c'est qu'il peut payer à 2 millions. Donc quand vous maîtrisez le dossier, vous partez vers l'État, on vous ouvre les postes de recettes et de dépenses, vous avez connaissance de cela. C'est à partir de ces éléments maintenant que vous pouvez élaborer une plateforme. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire 50 millions, 100 millions. Non, ce n'est pas du syndicalisme, c'est du populisme syndical auquel le SNE est fermement opposé. Ça consiste à se faire acclamer. Vous savez, le jeu syndical et le jeu politique ne sont pas loin. Et ce populisme syndical, vous pensez que c'était la démarche du SLEG version Abakar Souma, c'est cela? Nous ne le disons pas parce que M. Abakar Souma était un syndicaliste chevronné, mais nous pensons que par endroit, c'est le contexte qui l'a amené à proposer les 8 millions aux enseignants. Premier contexte, parce qu'il est rentré en divorce avec sa structure d'origine, qui était le SLEG version 6 Savané. Deuxième contexte, parce qu'il était ici l'ennemi de l'État, l'ennemi public numéro 1 de l'État. On l'a même qualifié de rebelle, de grève sauvage. Donc, il fallait donner une somme aux enseignants. Proposer une somme aux enseignants pour les embarquer. Quand vous les embarquez, maintenant, là, ça lui permet de trouver un bouclier face aux agissements de l'État et de ses adversaires qui sont restés dans l'autre SLEG. Donc, à partir de là, ça lui permettait d'avoir une certaine popularité et d'avoir une certaine assise. Voilà pourquoi il a eu du mal, et jusqu'à présent, à renoncer à ces 8 millions. Parce qu'il sait que sa popularité, sa légitimité et sa crédibilité dépendent de l'obtention des 8 millions, ou tout au moins d'une somme consistante allant dans le sens de l'application d'un accord autour des 8 millions. Donc c'est ce qui a fait que la crise s'est enlisée jusqu'à nos jours. Et on va parler de l'accord là tout à l'heure et de ce que vous pensez du contenu, même s'il n'a pas encore été dévoilé. Mais pour terminer cette première partie, ce que je veux savoir, dès que vous avez été créé, on vous a tout de suite vu comme l'ennemi du SLEG, de version Abakar Souma, l'épine dans le pied de ce même SLEG, et que vous êtes sponsorisé par le gouvernement, en tout cas par certains ministres. Est-ce que, à un moment ou à un autre,
depuis votre création en septembre 2018, vous avez des accointances avec des ministres du gouvernement qui vous financeraient dans l'ombre pour faire obstacle aux différentes revendications du SLEG. C'est Mamadou Ouri Diallo pour le respect pour votre émission. Comprenez tout simplement que, mais s'il vous plaît, c'est pas le SNE qui a gelé le salaire des enseignants. Nous-mêmes, on était opposés à ces gels de salaire. Parce qu'on a compris que un enseignant, s'il vous plaît, j'en viens. Vous avez devant vous un enseignant. Non, c'est juste du oui ou non. Donc, on ne va pas développer, on ne va pas faire de la littérature. S'il vous plaît. Est-ce que oui ou non, vous avez eu des accointances avec le gouvernement? Est-ce que oui ou non, vous étiez financé par eux, que votre démarche était orientée dans l'ombre par le gouvernement, oui ou non? Je vous ai dit dans l'entame de mes propos que même eux, on leur dit qu'ils sont financés par l'opposition. Si nous sommes de la mouvance, et ils sont d'où? C'est des jeux dangereux. Moi, je veux, c'est trop. Mon niveau intellectuel, mon niveau intellectuel ne me permet pas de rentrer dans ces débats de caniveau, s'il vous plaît. Nous sommes là, tout le monde sait comment nous vivons. Notre niveau de vie n'a jamais changé. Je suis toujours le même. Et en même temps, aujourd'hui, nous n'avons même pas une somme nous permettant d'aller valider nos bureaux qui existent là à l'intérieur. Comment quelqu'un peut être financé par un État aussi puissant que le régime d'Alpha Condé et qu'il soit incapable d'aller valider ses bureaux à l'intérieur? Avoir même une voiture 4x4 pour aller valider ses bureaux à l'intérieur par rapport à l'état des routes. Comment quelqu'un peut être financé par un régime aussi puissant que le régime d'Alpha Condé et qu'il soit capable de payer même son loyer parce qu'on a payé que 6 mois là où nous sommes. C'est proche de la radio, de radio voisine ici. Vous comprenez? Donc ça montre que nous avons la ferme conviction de nos idées. Bien. Nous croyons à nos valeurs. Donc aucune accointance non, avec... s'il vous plaît. Ça, c'est des... si ce n'est pas vous, je ne vais même pas m'étendre sur ce débat. C'est important. C'est parce que vous avez parlé de crédibilité. Oui, justement. La crédibilité, c'est que nous existons. La crédibilité, c'est qu'aujourd'hui, la grève de mars, de février-mars est différente de la grève de septembre et d'octobre, novembre, décembre. Parce qu'il y a eu de nouveaux acteurs sociaux face auxquels le SLEG n'a pas voulu coopérer. Parce que nous leur avons adressé une lettre, parce que nous venons de sortir de notre fontaine baptismale, et comme il était de tradition syndicale, nous avons adressé des correspondances à toutes les structures syndicales et des centrales pour les signifier de l'existence d'une nouvelle structure syndicale dans le domaine de l'éducation. Donc c'est pas vrai, cette accusation. On va revenir tout à l'heure et nous parlerons de tout ça, vos relations avec le SLEG et leur plateforme revendicative tout de suite dans la deuxième partie de cette émission. Nous nous retrouverons après la pause thé, toujours avec le même invité. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat en ce mardi 8 janvier 2018, donc au 8e jour de la nouvelle année 2019. Et nous sommes là une fois encore pour continuer à décrypter l'actualité, à donner la parole à ceux qui veulent la prendre. Et dans ce deuxième numéro, nous avons donc décidé de donner la parole au secrétaire général du syndicat national de l'éducation SNE, le camarade Michel Pépé Balamou, qui nous parle du contexte de création de leur structure syndicale depuis septembre 2018, à un moment où le SNEG était fortement opposé au gouvernement dans cette crise de 8 millions, autour de 8 millions. Donc il a expliqué le contexte de leur création, de leur naissance. Après ça, on va parler justement de cette revendication du SNEG et votre position que vous aviez vis-à-vis de ça. Déjà, c'est cette affaire de 8 millions que vous avez fait, que vous avez quitté le SNEG, que vous avez créé le SNE. Et la grève a duré tout ce temps. Maintenant, on est jusqu'à 3 mois. Pendant ce temps, quelle était la position toujours du SNE vis-à-vis de cette plateforme du SLEG qui ne demandait coûte que 8 millions. À un moment donné, on disait même 8 millions ou rien.
Et à cause de ça, il y a eu même des grèves. Ils ont boudé les salles de classe dans un premier temps. Après, il y a eu des sittings. Puis il y a eu aussi des marches de rue. Parallèlement à cela, des élèves aussi se retrouvaient dans les rues. On a vu des élèves qui ont été blessés, ainsi de suite. Quelle était, vous, votre position par rapport à tout ça jusque maintenant? Bon, comme je le disais vers la fin de la première partie de cette émission, que nous n'avons voulu travailler avec eux, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous leur avons adressé 2 correspondances. Après la création du SNE, 2 correspondances successives au SLEC d'Aboubacar Souma, portées par notre secrétaire administratif. Vous comprenez? Nous voudrions aller vers eux, pas pour leur dire nous venons pour vous retirer votre plat, vous pouvez être une épine dans votre salon. Non. C'était pour leur dire que oui, aujourd'hui le gouvernement pose de sérieux problèmes financiers, de budget par rapport aux 8 millions. Comme quand on va dans une bataille, on ne doit pas revenir les mains vides. Si le gouvernement s'arc-boute sur sa position avec un ton de fermeté de la part du Premier ministre, alors qu'il est le promoteur du dialogue social et politique en vertu de l'article 58 de la Constitution, donc il doit promouvoir le dialogue. Nous-mêmes, nous avons condamné cette approche, la démarche de résolution de la crise par le Premier ministre. Quand vous avez affaire aux intellectuels, vous tenez un langage intellectuel. Quand vous avez affaire aux loubards, vous tenez un langage loubard. Mais à partir du moment où vous avez affaire à la matière grise de l'État que constituent les enseignants, la démarche de langage, l'approche pédagogique pour aboutir à un rapprochement des positions doit être de nature à apaiser la tension et à favoriser un climat de dialogue social. Parce que le dialogue social doit s'ouvrir permanemment entre les acteurs sociaux et l'État. L'État, une fois de plus, n'est pas notre ennemi. Mais ils n'ont pas daigné recevoir notre correspondance. Mais nous avons dit, alors nous ne pouvons pas rester comme cela. Et la crise s'enlise. Les enfants ne vont pas à l'école. Et comme nous n'avons pas été associés, alors on n'était pas obligé d'aller en grève. Parce qu'on n'a pas été associés ni à la conception, ni à la planification, encore moins à l'exécution de cette grève. Donc, esselés, on n'a pas de choix qu'à dire à nos syndiqués de rester à leur position initiale, d'aller en classe, jusqu'au moment où... D'aller donner des cours. Mais pourquoi pas? Si vous tendez la main, si vous avez un voisin qui célèbre le baptême de son enfant, qui ne vous informe pas, vous n'allez pas aller vous occuper une place à la loge officielle pour dire que vous êtes son voisin. Non. Nous avons voulu aller avec eux. Même s'ils avaient des intentions, des préjugés, des stéréotypes nous intéressant, ils devaient d'abord nous écouter. C'est pas... on ne refuse pas un appel, mais on peut refuser le contenu de l'appel. Avec quel discours vous vouliez revenir cette fois-ci vers Aboubacar Souma, dès lors que vous avez décidé de le quitter préalablement à cause de la revendication de 8 millions que vous considérez peut-être d'illusoire et d'irrationnel? Alors, vous revenez cette fois-ci sous la casquette de secrétaire général de SNE, alors qu'il est en train de revendiquer la même somme qui a fait que vous l'avez quitté. Avec quel autre discours vous veniez vers lui? C'est important. J'ai comme l'impression, M. Mamadouri, que vous êtes en train de focaliser le débat sur ma personne et redire le SNE à la personne. Peut-être que vous avez quitté le SLEG. Le SNE est une personne morale de droit public ou de droit privé, ça dépend. Comprenez? Et qui défend une valeur qui peut survivre au-delà. C'était sa conception. C'est pas moi ma conception des choses. Je vous ai expliqué tout à l'heure là. Comment le choix a été porté sur ma personne. Absolument. Je n'étais pas là lorsque les décisions se prenaient pour la mise en place. Mais les gens ont compris que, en me mettant à la tête de cette nouvelle structure, je pouvais apporter un certain dynamisme par ma proactivité, par ma capacité managériale, par peut-être quelques qualités qu'ils connaissent. Donc, avec quelle proposition vous veniez vers eux, malgré qu'ils ne vous ont pas écouté, ils ne vous ont pas ouvert les portes? Je parle du SLEG. Justement, nous leur avons dit, bon, parce que lorsque vous prenez d'abord la notion des 8 millions, l'enseignant ne peut pas payer l'enseignant à 8 millions, l'enseignant n'a pas de prix. Mais les 8 millions, il faudrait que vous partiez sur des bases solides. Parce qu'en matière de technique de négociation syndicale, il faut tenir compte du grade. Il faut tenir compte des échelons. Il faut tenir compte de la hiérarchie. Il faut tenir compte de l'ancienneté. Il faut tenir compte du diplôme. Quelqu'un qui a fait l'ENI, celui qui vient d'intégrer la fonction publique aujourd'hui, et celui-là qui a fait 20 ans, doivent avoir tous les 8 millions. Non, il fallait élaborer une grille de répartition qui allait intégrer en son sein des éléments d'approche permettant au gouvernement de comprendre que oui, je peux donner ça à un enseignant du primaire, je peux donner ça à un docteur, à un agrégé. C'est ce qui est arrivé à l'enseignement supérieur avec le ministre Yero Baldé, n'est-ce pas?
lorsque les doyens, les docteurs, les professeurs sont allés dire au ministre, bon, il faut payer les docteurs à 15 millions, les agrégés à 18 millions, etc. Maintenant, les jeunes assistants qui étaient là constituaient les 95% de l'effectif de l'éducation au niveau du supérieur. Ils ont dit, ah bon, si c'est comme cela, si vous les payez et nous, vous nous marginalisez, nous, on quitte en classe, les docteurs, les professeurs et les agrégés viennent donner des cours. Et le ministre était obligé de reporter sine die cette décision qui consistait à payer le docteur et les autres mieux que... Donc, en matière de revendication, on tient compte de beaucoup de paramètres. Donc, c'est ce qui nous a outrés dans la démarche de la plateforme revendicative telle que présentée par le SLEC. Voilà, et nous nous avons dit, au lieu qu'on aille sur ce terrain, pourquoi ne pas aller sur le statut particulier de l'enseignant qui contient encore des jeunes d'hommes? Pourquoi ne pas aller sur la revalorisation des primes liées à la profession enseignante? La prime de craie, la prime de documentation, la prime de préparation, la prime d'éloignement. Parce que plus l'enseignant est loin de la capitale, plus il a une prime spéciale, n'est-ce pas? Il y a zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, vers les Yomoun, Lola, les zones arides. Donc si on arrive à rehausser ces primes-là, ça pourra permettre à certains enseignants, si vous pouvez avoir une prime de zone de 1 million, 1,5 million, quand vous êtes à Lola, Yomou, mais à Conakry, vous payez la maison à 600 000, vous préférez aller à Yomou pour économiser les 1,5 million par mois, ça va vous faire combien pendant une année? Ça permet à un enseignant de faire une économie et de construire dans son village ou dans sa préfecture. Donc, ces primes-là, nous avons voulu les valoriser à court terme. Maintenant, à long terme, on a pensé qu'il fallait réellement se focaliser également sur la couverture sociale et sanitaire. Parce que depuis 1984, il y a une rupture. L'État a démissionné de la protection sociale et sanitaire. Parce que pendant la Première République, il y avait la construction des logements sociaux. Vous avez les traces jusqu'à présent là, la cité douane, la cité police, la cité des médecins, le bloc des professeurs. Donc, si en 1984, jusqu'à date, on était parvenu à construire des logements à l'époque, aujourd'hui, je ne dirais pas que tous les fonctionnaires allaient être logés, mais la quasi-totalité allait être logée. Bien. Vous comprenez? La prise en charge sanitaire, les anciens qui tombent malades. Donc, vous dites... Vous vouliez proposer au SLEC que la revendication ou toute augmentation de salaire se passe sur la base de ces éléments constitutifs du statut particulier de l'éducation. Tout à fait. Et nous ne sommes pas opposés au salaire de base indiciaire. Parce que le salaire de base indiciaire, voilà pourquoi le gouvernement hésite à agir là. Parce que les 40% ont bénéficié à tous les fonctionnaires, même les policiers, les douaniers, tout le monde, tous ceux qui émargent dans le FGA, dans le fichier général de l'administration, ont bénéficié. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas contre que ces fonctionnaires-là bénéficient. Parce qu'il ne faut pas prévoir le bonheur pour toi seul. Mais s'il y a question de mener une revendication transversale, pourquoi ne pas intégrer aussi les autres syndicats, les autres structures syndicales, des autres ministères dans cette revendication, pour qu'on forme un front commun pour aller vers l'État et défendre le salaire de base indiciaire. Mais vous savez, le problème qu'on ne dit pas suffisamment aux gens, c'est que ceux qui sont à la tête du SLEC sont proches de la retraite. Abokar Souma fin 2019, Kerno Oumar Tunkara, Général Portos, c'est des gens qui sont proches de la retraite. Donc, ils ont voulu que quelque chose soit obtenu sur le salaire indiciaire de base. Parce que lorsque vous partez à la retraite, le salaire est déshabillé de toutes les primes, qu'on appelle les accessoires de salaire. C'est votre salaire de base qui vous accompagne. Le salaire brut. Le salaire brut, vous comprenez? Donc, nous sommes d'accord. C'est pourquoi dans notre plateforme revendicative, nous avons un point dedans qui se focalise sur la revalorisation de la prime de retraite. Comme eux, ils sont à 2 ans de la retraite, avant que le gouvernement n'agisse sur l'indice salarial suffisamment pour qu'une fois le fonctionnaire guinéen à la retraite soit heureux, que eux spécifiquement, qu'on ouvre une brèche pour valoriser leur prime, puisque 1 an, 2 ans, ils sont à la retraite. Mais ils ne sont pas compris dans ce sens-là. Et les jeunes qui sont en train de manipuler aujourd'hui, qui sont les anciens contractuels, qui ont été engagés en 2017, n'ont qu'un an de service. Et quand ils ont été engagés, ils ont 2 200 000 comme salaire. Alors que nous, quand on était engagés en 2005, on avait 650 000 francs comme salaire de départ. Vous comprenez? Donc ces jeunes-là aujourd'hui qui ont 2 200 000, qui ont encore 34 ans devant eux, donc d'ici 34 ans, multipliez leur salaire par 30, combien ils vont avoir? Et d'ici la retraite, quelle va être leur pension de retraite? Donc il ne faut pas dire que parce que vous n'en bénéficiez pas et que vous partez à la retraite directement, il faut couper l'herbe sous le pied des gens. Non. Le futur, c'est aujourd'hui. Les gens disent qu'il faut défendre demain, donc mais demain, c'est d'abord aujourd'hui. Donc c'est là où se situe la forme de discorde. Non, vous n'étiez pas donc là en train de saboter notre plateforme, mais vous vouliez apporter des éléments complémentaires. Pour quel intérêt on va saboter? Non, s'il vous plaît. Parce que c'est ce qui se disait. Non, si le SLEC obtenait même les 8 millions, est-ce que moi qui suis assis, je n'allais pas en bénéficier? Bien entendu. Je ne suis pas contre.
Il faut que dans ces pays, que les gens comprennent que si on mène une lutte, il faut mener la lutte dans les règles de l'art. Tout consommateur de sel se trompe. Ils n'ont pas voulu faire un feedback pour essayer de se rectifier. Ils ont pensé qu'ils maîtrisent, ils ont le monde, on les applaudit. Alors que le populisme, on t'applaudit aujourd'hui, ce que tu as dit, si ça ne se réalise pas, demain tu vas regarder derrière toi, tu ne trouveras personne. Donc c'est ça le syndicalisme, c'est un temps. Il ne faut jamais se focaliser dans ce domaine-là. Aujourd'hui, l'actualité brûlante maintenant, c'est que depuis hier, je l'ai dit, on a vu le retour de Thibou Camara, qui a même été sollicité par le camp SLEG, et la forte implication d'Ablaye Sow, de l'USTG, et hier donc ils ont travaillé sur un brouillon de protocole d'accord. Il semble qu'aujourd'hui ça doit être, en tout cas au moment où nous faisons cette émission, il semble que le protocole doit être signé dans la journée, et le président entre-temps a demandé même à avoir le contenu. Alors oui, peut-être que vous êtes dans les secrets. Quels sont les contenus, ou quel est le contenu de ce protocole d'accord, et qui puisse aujourd'hui mettre fin à cette crise? Est-ce que ça fait que vous vous retrouvez aussi là-dedans dans le contenu de ce protocole d'accord? Non, ce que je vais vous dire a priori, c'est que comprenez ici que l'arrivée de Thibou Camara est une arrivée tardive. C'est comme le médecin après la mort. Ah bon? C'est comme si on tirait sur une ambulance. Vous comprenez? Pourtant, on a tous le regard sur la les gens du SLEG louent. Non, s'il vous plaît. Le poids de Thibou aujourd'hui dans la facilitation. Pourquoi ils appellent Thibou le Moïse des enseignants? Moi, je ne suis pas là pour jeter des invectives sur les gens, mais ils savent pourquoi ils appellent Thibou le Moïse des enseignants. Ils savent très bien. Pourquoi ils l'appellent? Non, moi, je ne suis pas là pour déballer, mais ils savent pourquoi ils l'appellent le Moïse des enseignants. Un Moïse, c'est un sauveur. Il peut sauver dans plusieurs domaines, pas seulement que dans le domaine syndical. Ça mûrit la réflexion de tout un chacun. Ouais, parce que pour eux, c'est lui qui a la capacité de faciliter les choses. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce que je vais vous dire, que ce soit Thibou ou X ou Y, c'est que la grève s'était déjà essoufflée. Vous comprenez? Ah bon? C'est-à-dire qu'on n'était plus en grève, on était maintenant dans une crise. La grève, c'est par définition la cessation du travail. Et la cessation du travail impliquerait que les enseignants ne vont pas en classe. Vous comprenez? Le jet de salaire, la menace de radiation et les pesanteurs pédagogiques liées à la présence d'autres enseignants, d'autres structures qui n'appartenaient pas au SLEG, ont eu raison de l'étouffement de cette grève. Et lorsqu'il y a eu étouffement de la grève, alors il fallait tendre la perche au SLEG. Ce que nous avons apprécié. Parce que chez nous, on n'est pas une structure rivale au SLEG. Et on n'a pas intérêt que le SLEG meure, parce qu'aujourd'hui, le SLEG reste la seule force sociale de contre-pouvoir face à ce pouvoir qui est en train d'anéantir toutes les forces d'opposition. Vous comprenez? Donc, au SNE, ce n'est pas notre objectif. Nous avons dit que la négociation devrait se tenir, puisque les propositions qui sont en train d'être traitées sont les propositions du SNE. Nous avons déposé une plateforme revendicative au niveau du gouvernement. Donc, les propositions qui sont contenues dans ce protocole d'accord, vous pensez? Tous les points inscrits dans ce protocole d'accord et qui font l'objet des débats ça ne recoupe même pas, sont des éléments qui viennent de la plateforme revendicative du SNE. Vous savez pourquoi? Oui. Vous les avez proposés à qui alors? Au gouvernement, au Premier ministre. On a déposé une copie au ministre de l'Éducation, notre ministère de tutelle, à l'inspecteur général du travail, Dr Alia Camara. Nous avons déposé depuis le 3 décembre. Donc c'est votre proposition que le SLEG est en train d'accepter autrement comme ça? Non, je ne dis pas que le SLEG est en train d'accepter parce que ce n'est pas encore... peut-être on va voir ce qui va arriver. Lorsque vous prenez... Nous avons parlé de l'assainissement du fichier de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de fonctionnaires qui émargent au compte de l'éducation, mais qui ne sont pas des enseignants en activité. Donc, c'est un des éléments. Voilà, suivez ma logique seulement, M. Ouri. Vous comprenez? Donc, ils sont dans d'autres ministères, ministère des Finances, ministère des Affaires étrangères. Ils laissent leur salaire au niveau de l'éducation parce que l'enseignant est le plus payé des fonctionnaires. Moi, je ne m'inscris pas dans un misérabilisme. Je ne suis pas malheureux. Parce que le bonheur est une attitude de volonté d'accepter et de se contenter de ce qu'on a. Tout moyen vient avec ses problèmes. Vous comprenez? Nous sommes les mieux payés de la fonction publique. Vous comprenez? Par rapport à certaines primes, c'est pourquoi quand les gens quittent la fonction publique et l'éducation pour aller dans un autre ministère, ils laissent leur salaire pour que les primes de documentation, les primes de créer et les primes de préparation et autres, qu'ils en bénéficient. Vous comprenez? Donc il y a de ces gens-là qu'il faut déloger. Il y a également des gens qui sont à l'extérieur,
mais qui bénéficient de leur salaire parce qu'ils ont leurs femmes, leurs enfants qui vont avec les cartes magnétiques. Dans l'enseignement. Dans l'enseignement pour retirer leur argent. Il y en a qui travaillent dans les sociétés minières, dans les grandes entreprises, mais ils sont inscrits ils existent dans le fichier de l'enseignement. Donc nous avons dit qu'il fallait chercher d'abord à toiletter ce fichier de l'enseignement. Maintenant, les ressources qui vont être générées de cet assainissement du fichier de l'éducation, ce sont ces ressources-là qu'il faut maintenant redistribuer autour de ces primes-là. Et quand ces primes-là sont révalorisées, un policier ne va pas dire pourquoi on a augmenté le salaire de l'enseignant. Un douanier ne va pas le dire. Un ingénieur, un médecin, parce qu'ils n'utilisent pas la craie. Ils ne préparent pas des leçons. La documentation, c'est nous. Donc, les primes qui sont liées à notre fonction, si nous nous limitons à valoriser ces primes-là, on va les accepter. Le SLEC l'a refusé. Mais aujourd'hui, c'est un point qui est inscrit dans son protocole. Dans son protocole. Bien. On parle également de logements sociaux et autres. Donc, voyez-vous que voilà dans son protocole, on parle de logements sociaux aussi. On parle également de logements sociaux. Vous l'aviez proposé, SNE. Le SNE, mais sur le net, on est... La construction des logements sociaux. On a parlé de la prise en charge sanitaire et autres là. C'est pourquoi je vais vous dire ici que nous, le dégel des salaires, là on l'a dit, le salaire de l'enseignant est très sacré. Regardez, certains sont morts. Certains ont perdu leur épouse, certains ont été délogés. Le salaire est sacré. Donc on ne peut pas priver l'enseignant de son salaire. Donc parce que l'enseignant n'a pas où voler. Donc vous aussi, vous aviez proposé ce dégel. Tout à fait. On a fait notre deuxième déclaration était de dire à l'État de dégeler le salaire parce que l'enseignant vit de ce salaire-là. Il y a des gens qui voyagent à l'extérieur, qui font des bourses de formation de plus de 7 ans, ils ont leur salaire ici. Le Premier ministre a étudié aux États-Unis, mais il a son salaire, il avait toujours son salaire ici. Il y en a qui sont malades à l'IT, ils ont leur salaire. Donc je ne crois pas que la pression consistant à geler le salaire pouvait permettre de décrisper la situation. Et en même temps, la radiation. Il y a une crème intellectuelle qui est déjà formée. On dit déjà que l'enseignant guinéen n'a pas de niveau. Le peu qui est là, qui a une petite expérience, si on parvenait à les radier, qui va être là maintenant pour encadrer les jeunes, les jeunes enseignants qui sont là à émerger? Donc il fallait réfléchir. Par nous, on s'est opposé farouchement au système de radiation. Je crois que si nous, comme ils le disent, nous sommes du gouvernement, si on était de cela, le discours que nous tenions dans nos différentes conférences de presse et autres n'allait pas être le même discours. Bien. On allait tirer sur le SLEC. Mais on sait qu'on n'a pas intérêt à tirer sur le SLEC, parce que le SLEC est une structure syndicale qui défend les intérêts des enseignants comme le SNE. Et nous pensons qu'à la longue, ils vont revenir à la raison et ils vont faire en sorte que nous partions vers, pourquoi pas, l'intercentrale de l'éducation, pour que nous bénéficions des subventions nous permettant de défendre valablement les enseignants. Pour l'instant, il n'y a pas d'intercentrale de... Il n'y a pas d'intercentrale de l'éducation parce que la FSPE est affiliée à la CNTG, le SLEC est affilié à l'USTG. Nous qui venons de naître, nous sommes en train de voir s'il faut aller en commun accord avec les 4 autres structures syndicales pour créer une centrale de l'éducation. Parce que quand vous n'avez pas une centrale, vous ne bénéficiez d'aucun franc de l'État. Les structures syndicales ne bénéficient rien. Ce sont les centrales qui bénéficient des subventions. En leur sein, maintenant, se trouvent les structures et les fédérations. Donc, quitte à elles de penser à ces structures-là pour leur donner au moins quelques miettes et autres. Donc, si on s'organise en centrale, je crois qu'on peut bénéficier de la somme de subventions que l'État octroie aux centrales syndicales en République de Guinée. Donc, si ce protocole est signé, avec les éléments constitutifs que vous venez d'énumérer, qui donc, pour vous, constituent vos propositions, mais est-ce que vous reconnaîtrez tout de même que ça aura été le résultat du sacrifice des membres du SLEC? Parce que pendant que d'autres disaient aller en classe, c'est eux qui ont été menacés par Kassory, les radiations, c'est eux dont les salaires ont été gelés, c'est eux qui ont été gazés dans les rues, ici à Conakry, quand ils ont demandé de faire des sittings, des manifestations. Mais les résultats, ça pourrait bénéficier finalement à vous tous si on fait l'assainissement des fichiers et que les retenues ou les retombées de cet assainissement vous sont redistribuées sur vos primes, si on construit des logements sociaux, si jamais sur les 8 millions demandés, on dit le gouvernement a accepté par exemple 100 000, ainsi de suite. Est-ce que vous reconnaîtrez quand même ce sacrifice de vos camarades du SLEG? Je crois que la période est très sensible, que moi je me livre à certains détails. J'ose croire que le langage que le Premier ministre a tenu reste encore et demeure dans la tête de tout un Guinéen qui suit l'actualité. Il a dit qu'il n'y a pas d'augmentation, ni en 2018, ni en 2019, encore moins en 2020. C'est nous qui avons déposé une plateforme revendicative pour dire attention.
dans une crise syndicale, les enseignants ne peuvent pas sortir sans rien. Non, c'est humiliant, c'est frustrant. Parce que vous pouvez gagner la bataille de l'intimidation. Ouais, vous n'allez pas gagner la bataille psychologique. Parce qu'un enseignant qui va en classe avec un moral cassé n'enseignera pas bien. Un enseignant qui va en classe par peur, sous la pression de la menace de radiation, cet enseignant n'enseignera pas bien. Donc la grève peut être psychologique. Vous comprenez? Nous l'avons fait comprendre à la partie gouvernementale qu'il n'est pas question que nous partions comme ça sans quelque chose. Maintenant, la partie gouvernementale, c'est en ce moment où vous avez entendu une correspondance adressée au secrétaire général de l'USTD, le camarade Abola Esso, demandant à l'USTD de dire au SLEC qu'il accepte que toutes les autres structures syndicales de l'éducation soient associées. C'est là où ça a commencé. C'est notre proposition. Mais comme le SLEC dit que nous ne sommes pas partie prenante à la signature de l'accord du 13 mars 2018, et qu'il n'est pas question que nous retrouvions autour de la table pour discuter des 8 millions, parce que nous ne sommes pas demandeurs de 8 millions, nous n'avons pas signé, nous n'avons pas participé à la signature de l'accord mettant fin à la grève de mars 2018. Donc pour eux, il n'est pas question que le SNE, la FSPE, le SLEC de Kadia Duba et le SINAJUR se retrouvent autour de la même table que nous, étant responsables, soucieux de l'avenir et de la quiétude sociale. Nous avons dit que ce n'est pas un problème. Nous préférons nous replier. Comme eux disent qu'ils ne peuvent pas s'asseoir avec nous, alors que les propositions que nous avons faites sont des propositions professionnelles, le gouvernement a jugé nécessaire alors de les rencontrer par l'entremise du ministre. Tout en prenant en compte vos propositions. C'est une proposition parce que le SLEC n'avait seulement qu'un seul point. Alors c'était les 8 millions. Donc si les 8 millions sont écartés et les autres propositions sont de nous, donc nous sommes fiers qu'une solution soit en vue et que l'école guinéenne sort de cette crise qui a longtemps duré. Bien. Et une crise qui est là depuis 2006, il faut le dire, hein? Depuis 2006 on est en crise. Bien. Donc il faudrait que le gouvernement sache raison garder et qu'il anticipe désormais les crises, qu'il fasse preuve de proactivité, de capacité managériale à gérer les crises, à les anticiper, à rencontrer, à ouvrir un dialogue direct, sincère et permanent avec tous les acteurs sociaux pour que l'école guinéenne, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que le niveau de nos enfants est à désirer. Absolument. La qualité et le niveau de l'enseignement sont à désirer. La crédibilité du diplôme guinéen à l'international est à agréer. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne font que 4 mois de cours par ces perturbations. Donc à partir de ce moment où le niveau est bas, si le temps de l'enseignement-apprentissage aussi ne se limite qu'à 2, 3, 4 mois, voyez-vous qu'il va de soi qu'on est en train de tuer. Ça deviendra catastrophique. Bien. En tout cas, on verra bien si après le passage de cette période de nuages et de crise, si vous arriverez à vous donner les mains et puis continuer le chemin. En tout cas, merci d'être passé pour ces explications. C'est moi qui vous remercie bien. Tout le plaisir fut pour moi. Et c'est vrai que ce ne serait pas pour la première fois. Oui. À très bientôt donc. À vous, merci de votre attention. C'est un plaisir. On se retrouve demain avec un autre invité dans Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.